Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis cartooniste. J'ai toujours travaillé pour la presse anglaise. Aussi, je faisais des albums pour enfants. J'ai fait 3 romans graphiques et je sais imiter des poules et brebis et des portes qui grincent. Bonjour Posy Simons. Bonjour, bonjour Mathieu. Et merci d'être avec nous. Je retiens pour les poules et les brebis. On verra un petit peu plus tard dans le podcast peut-être. En tout cas, on est très heureux de vous avoir avec nous pour une double actualité. D'abord parce que vous avez gentiment accepté de signer l'affiche de la prochaine exposition de la Cité de la bande dessinée qui s'appelle Croquer, qui revient sur les liens entre nourriture et bande dessinée. On va en parler de cette affiche. Et puis parce que vous avez en ce moment une exposition formidable à la BPI à Paris, Posy Simons dessiner la littérature. Et c'est jusqu'au 1er avril 2024. Donc ça va être l'occasion aussi pour nous de revenir sur votre carrière. Mais d'abord, donc en quelques mots, cette affiche que vous avez dessinée, qui représente une chef derrière ses fourneaux. Pourquoi avoir accepté d'abord quand la Cité vous a proposé de faire cette affiche sur cette thématique ? Parce que j'aime bien la bouffe et j'aime bien dessiner. Et pour moi, si je n'étais pas, je ne fais pas des romans graphiques, peut-être j'aurais être un chef parce que j'aime bien cuisiner aussi. Vous avez décidé de faire d'abord un chef, il faut le dire. Un chef, oui, avec un moustache, un grand moustache. Et il enlève je sais pas le mot en français, le couvercle. Le couvercle d'un casserole. Et au lieu de la vapeur qui échappe, il y a des ballons de bande dessinée qui disent miam miam et des choses comme ça. Et les commissaires dont je fais partie vous ont demandé de la refaire avec une chef. Oui, c'est ça. C'est très bien, une chef, exactement. Mais mon premier pensée, c'était « Oh là là, j'ai passé toute ma carrière en train d'éviter les femmes de la cuisine. » Mais quand même, elle est chef, elle est professionnelle. Ça va. Alors on se rappelle que certains, et notamment Cassandra Dark, a un lien particulier à la nourriture. Ah oui, mais elle aime la bouffe des hamburgers et des chips et des choses comme ça, absolument. Mais c'est très bien pour moi de dessiner des choses comme ça parce que les couleurs sont ravissantes de ketchup et de chips et des autres choses. Oui. Ce que l'exposition montre aussi et va montrer, c'est que la nourriture est très présente dans la bande dessinée. Alors elle est très présente dans la vie des gens, mais elle est aussi très présente dans la bande dessinée en général. Pourquoi selon vous ? Je ne sais pas, peut-être c'est parce que tout le monde aime manger, mais de ma jeunesse, tous les comics que j'ai lus, il y avait toujours le sommet, c'était toujours un banquet de bonbons, de gâteaux, de toutes les choses comme ça. Et moi aussi, j'aime bien les épinards et que Popeye aussi. Et j'ai Astérix aussi. Il y a pas beaucoup de bouffe chez Tintin. Pas beaucoup. Plutôt de l'alcool. Beaucoup d'alcool, oui. Et c'est ce qu'on montrera justement dans cette exposition dont vous signez l'affiche. On aura l'occasion d'en reparler. Alors si on en vient maintenant à cette exposition qui vous est consacrée, à cette monographie à Pompidou, Dessiner la littérature, qui présente 130 originaux. Vous prenez la suite, si je puis dire, de Claire Bretéché, de Riyad Satouf, de Catherine Meurice, de Chris Ware. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a proposé cette exposition ? C'est arrivé un jour gris à Londres et donc le soleil brillait. C'était très bien. C'était super d'être exposé ici. D'autant qu'on l'entend, vous êtes francophone
et francophile. Quand vous étiez jeune, vous avez fait une année d'études en France. Est-ce que ça a un goût particulier, du coup, de montrer vos travaux, vos planches originales au public français? Pas que, évidemment, puisqu'on est dans un centre international, mais avant tout au public français. C'est très bien parce que j'ai passé quelques mois quand j'avais 17 ans. Et pour moi, c'était absolument éblouissant parce que j'habitais la campagne, j'étais en pension à la campagne, j'ai jamais habité la grande ville. Pour moi, c'était absolument extraordinaire, c'était palpitant. Alors assez naturellement, l'exposition commence par vos dessins d'enfants. On découvre que comme tous les enfants, quand vous êtes enfant, vous dessinez, notamment à l'âge de 9 ans. Et vous dessinez notamment, ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai découvert, y compris dans le catalogue de l'exposition, des couvertures d'albums, de fausses revues. C'est-à-dire déjà vous voulez faire la couverture. Oui, à l'intérieur, il y a un peu d'histoire, mais peut-être après quelques pages, j'en ai marre, c'est pas fini. Mais toujours, j'ai commencé avec la couverture. Il y a des choses un peu cinglantes, mais j'avais 8 ans, 9 ans, 2 ans. Et j'ai fait un journal de femmes aussi quand j'avais 14 ans, qui étaient mes profs à l'école, pensaient que c'était dans un très mauvais goût. Il faut dire aussi que quand vous étiez enfant, vos parents vous laissaient l'accès à leur bibliothèque, notamment à un magazine, je crois, qui a eu une grande importance dans votre formation, qui s'appelle Punch. Oui, c'était un magasin ça a commencé dans le 19e. Et dans la bibliothèque chez mes parents, il y avait beaucoup de collections de punch. Et il y avait dans ce punch beaucoup on dit cartoons. C'était pas vraiment des gags parce que n'était pas très drôle, mais j'aimais bien le dessin. Et pour moi, quand je faisais un dessin, il faut avoir des mots, un texte aussi. Punch, il y a des dessins, des caricatures, des dessins politiques, oui, sociétaux, oui, ce que vous allez reprendre après finalement. Oui. Comment vous avez découvert justement après la bande dessinée, telle qu'on parlait tout à l'heure d'Astérix ou de Tintin? Est-ce qu'à ce moment-là, vous en lisez aussi ou ça vient un petit peu plus tard? Chez nous, nous avons des comics d'enfants parce que c'était un peu après la guerre. Il y avait au village où j'habitais des familles américaines de USAF. Et chaque samedi, ils s'en vont à une base aérienne. Ils rentrent avec Coca-Cola et chocolat Hershey, que je n'aimais pas tellement, mais Coca-Cola, ça va très bien. Et un tas de comics. Et après, ils ont fini leur comics. Moi, je suis devenue la propriétaire d'un grand tas de comics des années 50, des Superman, des Spider-Man, Mickey Mouse, Casper the Ghost, Sad Sack, et quelquefois des comics de horreur qui étaient vachement terribles, effrayants. Un jour, j'étais en train de lire un comic comme ça, et ma mère était là, et moi j'ai fait « Ah !» Elle dit « Mais qu'est-ce que tu lis là ?» Et elle a pris le comic, et c'était une séquence avec un type qui était en train d'être escrabouillé dans une presse à olives. Vous pensiez déjà à l'époque, un jour, que dessiner des livres, faire des dessins, ce serait votre métier? Oui, je voulais être peintre d'abord, et puis quand j'ai quitté l'école, je suis allée à Paris pour 1 an, et puis après ça, j'ai fait des études à Londres, mais je faisais du graphisme parce que j'aime bien aussi le texte, et je faisais les deux, illustration et graphisme. Vous dites « j'aime bien le texte », il y a cette phrase à l'entrée de l'exposition qui dit « j'aime autant écrire que dessiner ». Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand je fais mes planches, j'écris d'abord, parce que comme ça, je sais combien d'espace il reste pour le dessin.
Ah d'accord, c'est l'écriture avant le dessin presque. Oui. Ensuite, si on poursuit le parcours de l'exposition, on arrive dans les années 70, et là c'est le début de votre carrière dans le journal britannique The Guardian. Comment ça se passe à l'époque ? Vous allez très vite être cantonné à des pages pour femmes. Avant le Guardian, je faisais des illustrations, des cartoons pour beaucoup de journaux et de livres, pas pour enfants, mais pour les étudiants. Des trucs mal payés. C'était des commandes spontanées. Je travaillais toujours sur pression. Je suis allée chez le Guardian. Tout de suite, il m'a donné quelque chose à faire une illustration. C'était toujours, on prend le texte le matin et puis il faut revenir au bureau et avec le dessin à 4 o'clock, à 16 heures. À 16 heures, oui. Et après quelques temps, je faisais ça pendant 3 ans. Et puis, j'ai rencontré l'éditeur du journal dans l'ascenseur. Il m'a demandé quelque chose. Il dit, Posey, have you ever thought of doing a strip? Et moi, j'ai pensé striptease. J'ai dit, non, pas exactement en ce moment, non. Mais il dit non. Il disait non, parce que sur la page, il y avait un autre bande dessinée, mais la personne qui fait ça s'en va aux États-Unis. Et bon, je faisais une mi-page tous les semaines pendant 11 ans. C'était très bien comme travail, mais au début, c'était effrayant. C'est à cette époque que vous créez les familles Weber, Wright, Heap. Oui, Heap, oui. Vous décidez de passer tout ça par le prisme familial. Oui, j'ai créé beaucoup de personnes parce que si une personne ne va pas, alors il y a un autre. Et une famille avait 6 enfants, parce qu'on a toujours envie d'un adolescent, un petit de âge de 3 ans, etc. Et des cochons d'Inde, etc. Oui, ça vous permet d'avoir plein de personnages dans lesquels vous pouvez piocher comme ça. Dans les Weber, dans la famille Weber notamment, il y a déjà un peu cette idée de peut-être fibre féministe qui va comme ça jalonner votre carrière. Il y a une histoire de harcèlement de femmes. Enfin, déjà à l'époque, vous traitez de ces problématiques-là. Oui, The Guardian était un journal qui a fait beaucoup d'attention de salaire égal pour les femmes et pour tous les droits de femmes. C'était dans les années 70. Et la page était fameuse pour ça. Mon éditeur était une femme et tous les écrivaines aussi étaient des femmes. On était entourés de beaucoup d'hommes, des journalistes, mais notre coin était très bien. C'est aussi à ce moment-là que vous faites cette histoire True Love, qu'on découvre qu'aujourd'hui en France, qu'il n'avait jamais été traduit. Là, il est dans le catalogue qui accompagne l'exposition, qui va faire une 40aine, une 50aine de pages, cette histoire, qui dénonce un peu les clichés, on va dire, autour du romantisme, et qui est considéré presque comme le premier roman graphique anglais. Oui, moi je ne sais pas, mais peut-être, je l'ai écrit, c'était, 1980, et j'ai relu récemment, et c'est dingue, c'est un peu dingue. C'est dingue de voir cette histoire revenir comme ça. Oui, ouais. Comment se fait la transition avec la bande dessinée ? Vous passez d'abord, vous faites un petit détour d'abord par l'illustration jeunesse dans les années 80. Je pense notamment à Fred, d'ailleurs, qu'on voit, on voit des dessins originaux dans l'exposition. Pourquoi ? C'est là que vous découvrez la couleur, en tout cas que vous commencez à utiliser la couleur. Pourquoi vous faites ce petit détour ? Et est-ce que déjà, vous yotez le roman graphique un peu au loin ? Oui, pour faire un album d'enfants, c'était très bien pour la couleur. Avant ça, tout était en noir et blanc ou gris. Ça présente, la couleur toujours, ça présente des problèmes
quelle couleur, mais j'aime bien la couleur. Parce que j'ai travaillé toujours pour la presse. C'était pour moi quelque chose, c'était une grande surprise de visiter Paris et ici, Centre Beaubourg, à la librairie, et de voir, c'était dans les années 80, de voir tous les albums de BD. C'était extraordinaire. Et il y avait des adultes qui lisaient, en train de lire des albums, et par terre, il y avait des enfants. Parce qu'en Angleterre, c'était pas arrivé. Maintenant, c'est arrivé. Et vos histoires jeunesse sont aussi sur des thèmes durs et forts, sur la perte d'un être cher, sur l'exploitation des travailleurs, y compris en jeunesse, vous traitez d'une actualité sociale et sociétale. Vous parlez du chat. Notamment, le chat du boulanger. Du chat du boulanger, oui, qui était sauvé par les méchants souris. Oui, j'aime bien ce livre. Il y a des autres que je n'aimais pas, mais j'aime bien Fred aussi. Je crois dans un album pour enfants, il faut avoir toujours qui est pas de l'actualité, mais qui est vrai. Il peut avoir de la fantaisie, mais toujours embedded, quelque chose de vrai. Et on en arrive à Gemma Bovary. Là, on est fin des années 80, si je dis pas de bêtises. Oui. Assez vite, il y a un accueil critique, un accueil du public autour de ce livre. Il y aura ensuite la déclinaison au cinéma. Quand vous vous rappelez de cette période-là, qu'est-ce que vous aviez envie de faire au départ et est-ce que ça vous a pas un petit peu échappé, tout ça? Quand ça a fini, c'était extraordinaire parce que ça a commencé, c'était une commande du journal de faire quelque chose une histoire en feuilleton. The Guardian a imposé le format qui était un peu extraordinaire. C'était pas horizontal, mais vertical. C'était 3 colonnes de la page dans le journal. Et il dit, alors, tu as 100 épisodes, noir et blanc, et ça va être publié tous les jours. Et ça va commencer en avril. Et moi, je crois que c'était la chose plus difficile que je faisais. Parce que l'idée m'est venue facilement, parce qu'à cette époque, Eurostar a commencé. Il y a beaucoup d'Anglais qui achètent des maisons en France, en Bretagne, en Normandie, dans le sud aussi. Et pour l'idée de le roman de Flaubert, j'étais en vacances en Italie. Nous étions sur la terrasse d'un café et nous avons entendu il y avait une très belle jeune femme là, mais elle s'ennuie, elle soupire tout le temps. Oh. Et elle était entourée de sacs. Elle était chez Prada, achetait des chaussures. Et elle était avec son Jules. Je crois que c'était pas son Jules, parce que elle l'a traité comme un chien. Et nous avons dit, it's Madame Bovary, de nos jours. Et ça a commencé comme ça. Je suis rentrée en Angleterre, je disais à mon éditeur, je crois que c'est Madame Bovary de Flaubert. Elle dit, oh là là, quoi? Mais l'idée d'un héroïne anglaise qui achète une maison en France, c'était là au début. Suit Tamaratu. Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire là, parce que le premier a bien marché et on vous attend un petit peu plus? Oui, c'est ça. Cette fois, c'était dans le supplément littéraire du journal et c'était en couleur et c'était pas tous les jours, c'était 2 épisodes une fois par semaine. Et mon éditeur disait, parce que c'était dans le supplément littéraire, est-ce que tu vas... est-ce qu'il y aura un livre bien connu moi, j'ai dit, je ne sais pas encore. Mais j'ai pris... Parce que c'était
j'avais l'idée d'une retraite pour les écrivains. Je croyais que c'était une terre riche, avec beaucoup de gens. Et j'étais en train de faire le pub pour ce retraite. Et j'ai dit, dans la campagne, 40 000 de London, et loin de la foule déchaînée, far from the madding crowd, loin de la foule déchaînée, c'est un roman de 19e de Thomas Hardy. Et comme plot, what do you say, the plot of the book, comme, oui, the basic book, the basic idea. C'est une jeune femme très belle avec 3 prétendants pour sa main, pas mal. C'est aussi à ce moment-là qu'on voit émerger ce style Posy Simon, c'est-à-dire ces dessins à la fois très inspirés de la bande dessinée, avec des textes qui viennent se juxtaposer, ce qui est identifiable parmi mille, c'est-à-dire qu'on est loin de ce qu'on appelle le gaufrier en France, de la page classique de bande dessinée. Vous, ce style et cette composition-là, vous la travaillez, vous sentez que vous êtes en train de la créer aussi, de créer quelque chose de nouveau ? Pas exactement. D'abord, c'était parce que je n'avais que 100 épisodes. Et j'avais beaucoup d'histoires à bourrer dans les planches. Et j'ai pris beaucoup de textes parce que le texte prend moins d'espace que les dessins. Et c'était comme ça d'abord. Mais après quelque temps, j'ai mieux maîtrisé comment choisir l'info, ce qui passera en texte et ce qui passera en image. Avec beaucoup de textes, on peut avoir des voix différentes. Et je crois que ça rajoute de la profondeur. Suis Cassandra Dark, personnage un peu désagréable. Oui, mais libre, parce qu'elle s'en fout. L'idée, elle était un espèce de Scrooge de Charles Dickens, mais le misère, l'avare. Scrooge, le Scrooge l'avare de Charles Dickens, il est mince, il habite dans un très mauvais appartement, etc. Il mange rien. Contre Cassandra Dark, elle vit, c'est une vie luxueuse dans une maison qui coûte des millions, mais elle est criminelle aussi. Et on se rend compte du coup que 3 personnages principaux, 3 femmes. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était conscient ou c'est venu au fil du temps? C'était parce que je crois que les idées sont arrivées comme ça. Mais ça m'intéresse aussi d'avoir les personnages âgés comme Cassandra Dark et très jeunes, comme Tamara et Gemma. Vous avez déjà l'idée et l'envie d'un prochain roman graphique? Oui, je travaille un peu maintenant. Et vous voulez pas en dire plus? C'est un peu de Cassandre. Oui, peut-être sa jeunesse. Merci beaucoup, Posy Simons, d'avoir joué le jeu. Merci à vous. Et merci donc. Le visiteur peut aller découvrir cette exposition à la BPI du Centre Pompidou. Et puis pourra venir ensuite à Angoulême voir une partie de vos dessins en lien avec la nourriture dans cette exposition Croquet. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Neuvième Art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.